Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être avec vous pour que nous découvrions ensemble ce qu'est un essai clinique et tenter de répondre à quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser autour de ces essais. En particulier, nous allons voir ensemble les définitions de certains termes qui définissent les différentes manières de faire un essai clinique. Mais commençons d'abord par la toute première question, qu'est-ce qu'un essai clinique? Un essai clinique, c'est une recherche organisée de manière rigoureuse, de manière à tester un nouveau médicament et à en vérifier à la fois la sécurité pour les patients et l'efficacité. Toutes les personnes qui participent à un essai clinique sont des volontaires. Ils sont informés par leur médecin du déroulement de l'essai, des conditions dans lesquelles cela va se passer, et ils accordent un consentement éclairé, c'est-à-dire informé, avant de participer à l'essai. Ils sont libres à tout moment de décider de quitter l'essai et d'arrêter leur participation. Et avant même qu'un essai soit proposé à des participants, l'essai fait l'objet d'une évaluation par des autorités réglementaires dans le cadre d'une législation précise, encore une fois pour assurer la sécurité de tous les participants à l'essai clinique. Vous entendrez parler de différents types d'essais et en particulier un type d'essai très classique qu'on appelle un essai clinique randomisé. Mais que signifie ce terme randomisé? Dans un essai, on va vouloir tester l'efficacité d'une molécule. Pour pouvoir tester l'efficacité de cette molécule, on va vouloir la comparer à d'autres éléments. Et pour pouvoir tester et comparer, on va avoir besoin la plupart du temps de différents groupes de participants. Pour définir ces différents groupes de participants, on va généralement utiliser une méthode aléatoire, informatique, qui va positionner les différents participants de l'essai au hasard dans différents groupes. C'est par cette répartition aléatoire des différents participants que l'on va obtenir des groupes homogènes qui vont permettre de comparer véritablement les conditions proposées à chacun des groupes. Lorsque l'on parle de comparaison, on va vouloir tester le médicament face à une autre molécule ou à une autre intervention chirurgicale qui, elle, n'aura pas les effets attendus. On parle alors de placebo. Au départ, nous avons la molécule que nous voulons tester. Et pour pouvoir être sûr que les effets que nous allons observer sont liés à cette molécule, on va vouloir comparer à un traitement qui va être d'apparence identique, de présentation identique au traitement dont on veut mesurer l'efficacité, mais dont le contenu sera totalement privé de molécules actives. Ce médicament inactif est appelé placebo. Dans un essai randomisé, dans lequel il va y avoir des patients qui vont recevoir la molécule active ou le placebo, il est important qu'il n'y ait à aucun moment un effet psychologique de l'information, de savoir ce que l'on reçoit. On parle alors d'essais dits en double aveugle. Donc qu'est-ce qu'un essai en double aveugle? Eh bien, très simplement, c'est un essai au cours duquel ni les membres de l'équipe médicale, infirmiers, cliniciens, médecins, ni les participants à l'essai ne savent s'ils reçoivent la molécule active ou le placebo. Pourtant, vous avez certainement entendu parler d'effet placebo. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet effet placebo? L'effet placebo, c'est lorsque, au cours d'un essai, on observe qu'un certain nombre de participants présentent une amélioration de leur situation, une amélioration de leurs symptômes, et lorsque l'on regarde quelle est la molécule qu'ils reçoivent, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ils ne reçoivent pas la molécule thérapeutique, mais ils reçoivent cette molécule inactive qu'on appelle placebo. L'effet placebo est une réalité. Dans tous les essais, on observe des patients qui, bien qu'ils ne reçoivent pas la molécule thérapeutique, présentent des améliorations de leur état. Cela peut être lié aux conséquences psychologiques d'avoir le plaisir de participer à un essai. Cela peut être aussi dû au fait que lorsque l'on participe à un essai thérapeutique, on a un suivi médical amélioré, plus régulier, qui peut aussi avoir un effet bénéfique sur la santé des participants. Existe-t-il un effet nocebo, c'est-à-dire l'opposé du placebo? Eh bien, effectivement, tout comme dans certaines situations, on observe des participants qui, bien que ne recevant pas la molécule thérapeutique, présentent une amélioration de leur état, on peut parfois avoir des participants qui montrent des aggravations ou des difficultés au cours de l'essai qu'ils ne présentaient pas avant de participer à l'essai
et lorsque l'on regarde quelle est la molécule qu'ils reçoivent, on constate une fois encore qu'ils ne reçoivent pas la molécule thérapeutique, mais le placebo. On parle alors de nocebo, et ces patients peuvent présenter des effets qu'on va appeler indésirables. Peut-il y avoir des effets indésirables au cours d'un essai? La réponse est oui. Et ces effets indésirables vont être observés aussi bien dans le groupe de patients qui reçoit la molécule active que dans le groupe de patients qui reçoit le placebo. Ces effets indésirables, ils peuvent être de différentes gravités et dans la très grande majorité des cas, ils sont bénins et consistent en vomissements, nausées ou maux de tête. Dans quelques rares cas, on va parler d'effets indésirables graves qui peuvent conduire à une hospitalisation qui n'était pas initialement prévue du participant à l'essai. Encore une fois, tout participant qui participe à un essai, qu'il reçoive le traitement ou qu'il reçoive le placebo, fait l'objet d'un suivi médical accru et extrêmement suivi, ce qui permet de détecter ces effets indésirables graves extrêmement rapidement et de proposer une prise en charge de la personne le plus rapidement et le plus efficacement possible. Encore une fois, les deux objectifs d'un essai clinique sont d'assurer la sécurité et l'efficacité des traitements, la sécurité étant le principal objectif. Que signifie imputabilité? Voilà un terme qui semble un peu compliqué. Eh bien, nous l'avons vu, lorsque un participant présente des effets, qu'ils soient bénéfiques ou négatifs, de recevoir un traitement, il est important d'être sûr que les effets observés sont bien liés au traitement et pas au placebo ou à d'autres critères et conditions extérieures. Cette imputabilité est extrêmement importante puisque le but de l'essai est encore une fois de démontrer l'efficacité du traitement. Et pour démontrer l'efficacité d'un traitement, on doit s'assurer que tous les effets bénéfiques observés au cours du traitement sont bien directement liés, donc directement imputables à la molécule pharmacologique. C'est cette capacité à imputer les effets bénéfiques à la molécule qui va démontrer l'efficacité de l'essai clinique. Nous avons vu qu'un essai clinique peut être randomisé, donc avec des participants qui vont être répartis de manière aléatoire en différents groupes. Il va être en double aveugle avec un contrôle inactif comparé à une molécule active et l'ensemble des participants à l'essai, qu'il s'agisse des équipes cliniques ou des participants patients qui ne savent pas quelle est la molécule qui est distribuée aux patients. Pour autant, cela ne suffit pas à totalement assurer la sécurité et l'efficacité. Et donc, on va procéder à un essai clinique en succédant différentes phases. Généralement, un essai clinique va être une succession de 3 phases. La première phase, dite phase 1, ne va concerner qu'un petit nombre de participants, parfois même des personnes qui ne sont pas concernées par la maladie, mais à qui on va tout de même donner la molécule active de manière à s'assurer que cette molécule n'a pas de toxicité et ne déclare pas d'effets indésirables, même chez des personnes non concernées par la maladie. Cette phase 1, sur un petit groupe de personnes, est donc réellement dans le but de vérifier toute toxicité et de détecter tout effet indésirable potentiel du traitement. Lorsque cette toxicité et ces effets indésirables ont été clairement définis, on peut passer en phase 2, phase au cours de laquelle on va vouloir cette fois-ci mesurer l'efficacité, c'est-à-dire la preuve d'effet bénéfique du traitement. On va alors, comme on l'a décrit précédemment, avoir un groupe de participants plus important, avec généralement un groupe qui reçoit la molécule et un groupe placebo. Et on peut même, dans ces étapes-là, avoir différents groupes de patients qui reçoivent des doses variables de molécules, de manière à trouver la dose optimale permettant d'avoir le maximum d'effets bénéfiques et le minimum d'effets indésirables. Lorsque cette efficacité est démontrée en phase 2 et que la dose optimale a été déterminée, on va alors pouvoir faire une phase 3 qui vise toujours à prouver l'efficacité de la molécule, mais cette fois-ci sur un plus grand nombre de participants, en ayant par exemple des groupes plus divers en âge, en gravité de la maladie ou en sexe. Ce n'est qu'au terme de ces 3 phases, phase 1, 2 et 3, qu'un essai clinique va pouvoir conclure à une toxicité limitée, voire inexistante d'une molécule et surtout à son efficacité. Nous avons vu déjà certaines conditions qui permettent de définir l'organisation rigoureuse d'un essai clinique, mais vous pouvez aussi avoir des essais que l'on va dire en crossing over, c'est le terme anglais. En français, on parle d'essai en croisement. Donc, qu'est-ce qu'un essai en crossing over? Un essai en crossing over, c'est un essai au cours duquel un même participant
ou un même groupe de participants va pouvoir recevoir 2, voire plus, traitements ou interventions. Comme représenté sur ce schéma, vous allez pouvoir avoir une phase où le groupe reçoit le traitement A, qui va ensuite être suivi d'une phase où le même groupe va passer du traitement A au traitement B, tandis qu'en parallèle, l'autre groupe commence par le traitement B, puis enchaîne sur le traitement A. Dans quelles conditions ce type de crossing over est important? Eh bien, la plupart du temps, on va utiliser ce type d'essai clinique dans le but de permettre à l'ensemble des participants de l'essai d'avoir au moins à un moment de l'essai accès à la molécule thérapeutique. Dans ce cas précis, le premier groupe va commencer l'essai clinique en recevant la molécule dont on pense qu'elle est active, puis au bout d'un certain temps va basculer et recevoir le placebo. Tandis que le groupe qui avait débuté l'essai avec la molécule placebo va elle aussi changer de molécule en cours d'essai et recevoir en fin d'essai le traitement. Cela permet de manière éthique et déontologique que l'ensemble des participants de l'essai reçoivent à une période de l'essai le traitement. Dans ce genre d'essai, avec un croisement, on va parler de washout ou en français de période de transition. Qu'est-ce que la période de transition ou le washout? C'est tout simplement la période de temps qui sépare le changement de traitement au cours de l'essai. En effet, pour être certain de bien mesurer les effets du deuxième traitement reçu, il faut avant avoir eu une période au cours de laquelle on arrête la prise du premier traitement, donc par exemple arrêter la prise du traitement A, attendre une période de temps suffisante pour que le traitement A n'ait plus aucun effet, et seulement alors commencer la prise du traitement B. Cette période de temps qui sépare la prise des deux traitements est appelée période de transition ou washout. Enfin, vous aurez des essais qui passent en phase ouverte. Qu'est-ce qu'une phase ouverte? Eh bien, c'est l'opposé de ce que nous avons vu tout à l'heure en tant que double aveugle. Dans une phase ouverte, l'ensemble des participants à l'essai, qu'il s'agisse des équipes médicales, mais encore plus important des participants, connaissent la molécule qu'ils reçoivent et dans 99% des cas, cette molécule est la molécule thérapeutique qui a prouvé son bénéfice. Habituellement, cette phase ouverte vient après la phase 3, lorsque toutes les phases se sont bien déroulées et que l'efficacité du médicament a été démontrée. Pourquoi est-ce qu'une phase ouverte est importante? Parce que souvent, entre la fin de la phase 3 qui démontre l'efficacité du médicament et le moment où ce médicament devient disponible à l'ensemble des patients dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché, eh bien, il peut se passer, pour des questions réglementaires, 2, 3, voire 4 années. Pendant ces années, il est important, encore une fois pour des raisons éthiques, que les participants à l'essai clinique aient accès à la molécule thérapeutique. Et donc, on va, au terme de la phase 3, engager une phase ouverte au cours de laquelle l'ensemble des participants, quel que soit le groupe dans lequel ils étaient, aura accès à la molécule thérapeutique, et ce, jusqu'à ce que le médicament ait obtenu son autorisation de mise sur le marché et soit disponible pour tous les malades et tous les patients qui puissent en bénéficier. Voilà, j'ai eu plaisir à passer avec vous en revue toutes ces définitions qui permettent, je l'espère, pour vous de mieux comprendre ce qu'est un essai clinique, la manière rigoureuse dont ils sont construits de manière à assurer la sécurité des participants et à démontrer l'efficacité des molécules qui sont testées. J'espère que désormais, placebo, nocebo, randomisé, crossing over ou washout n'ont plus de secret pour vous et que ces quelques minutes ensemble auront répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie.